Et salut, c'est Rémi, le permaculteur bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, où je vais vous parler bien de ce nouveau jardin que j'ai créé donc sous un arbre, c'est un cerisier, et je vais vous expliquer bien pourquoi j'ai souhaité mettre en place ce potager et comment il a été créé. Alors vous pourrez malheureusement pas voir la création parce que voilà, eh bien j'ai pas tourné, j'ai pas filmé du moins pendant cette création, mais vous allez voir tout simplement eh bien ce projet terminé. Alors, tout d'abord, pour faire simple, eh bien, ici c'est un jardin, on va dire, demi-ombre, parce qu'il faut savoir que, bien entendu, ce cerisier est seul, et le soleil tourne, donc il y a des parties qui sont à l'ombre, d'autres qui passent au soleil, et ça pendant les différentes périodes de la journée. Alors tout d'abord, ce jardin, je l'ai créé dans le but, eh bien, sur mon terrain, j'ai un sol très sablonneux. Et ce sol sablonneux bien, se dessèche très vite. Donc, d'où l'utilité d'avoir mis un paillage dans les différentes parties qui sont exposées au soleil. Sur cette partie-là, eh bien, j'ai tout simplement mis du paillage uniquement dans les allées pour le moment. Et au niveau donc, de là où j'ai fait des semis, donc bien entendu, là il y a eu des semis de réaliser, il y a eu des pommes de terre de planter, des salades de planter, j'ai mis des fraisiers, j'ai mis des oignons, échalotes, etc. Donc il y a eu différentes plantes d'implanter déjà mises en place dans cette partie-là du jardin. Et surtout, je vais vous montrer que cette partie-là du jardin, comment je l'ai conçue. Donc en fait, c'est très simple. Il y avait donc ici, vous pouvez voir que autour de cet arbre, il y a une prairie. Donc j'ai tout simplement laissé la prairie qui était en place et j'ai ramené 30 à 40 cm de terre végétale. Alors où est-ce que j'ai pris cette terre végétale? Eh bien je suis en train de faire une 6e mare sur mon terrain. Voilà, donc cette mare qui est un petit peu plus loin, je suis en train de la creuser. Donc cette terre végétale que j'ai récupérée de la mare, je l'ai réemmenée, enfin je l'ai implantée tout simplement sous cet arbre. Alors, il y a eu voilà, la création de petites allées qui desservent cet arbre. J'ai aussi, bien entendu, été obligé de mettre une clôture avec les moyens de récupération, on va dire maison, parce que comme vous le savez, c'est le confinement et on ne trouve pas forcément tout ce dont on a besoin. Donc le grillage, c'est de la récup que j'avais, le petit portillon aussi, les bordures en bois, idem. Voilà, ce sont des bûches de récupération. Enfin voilà, tout ça, c'est tout de la récup. Donc je vais vous montrer maintenant ce potager, puis le but pour moi c'est de vraiment faire des tests. Alors déjà de limiter l'arrosage pour certaines plantes, donc je compte mettre ici des pommes de terre, des tomates voilà, qui seront à la mi-ombre. Alors certes au niveau de la production, je m'attends à une baisse de régime, ce qui est tout à fait normal, mais voilà pour moi c'est on va dire plus une zone de test, une zone de plaisir. Et aussi c'est très agréable eh bien, de pouvoir semer ou encore venir tout simplement entretenir cette partie-là du jardin en travaillant à l'ombre. Voilà. Je pense qu'en période de canicule, je vais apprécier fortement ce petit jardin. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si chez vous, vous cultivez, vous avez fait peut-être un petit potager sous un arbre. Alors moi, les astuces que je vous donne et les conseils que je vous donne, c'est que comme on le sait, sur un arbre déjà, eh bien, on a chaque année donc les feuilles qui tombent, donc ça fait un paillage naturel qui sera le cas pour ce jardin. Mais il faut savoir que le système racinaire des arbres, eh bien, vous avez autant de racines qui meurent chaque année, qui redonnent donc de l'engrais, qui nourrit le sol, que de feuilles qui tombent. Donc voilà, ça c'est pas négligeable. Et il faut savoir aussi que donc ces racines, bien entendu, eh bien, elles ont tendance à être assez en profondeur. Donc les pivots de ces racines vont capter et remonter de l'eau qui se trouve donc dans les nappes phréatiques, le remonter au niveau de la surface pour justement le système racinaire. Et l'avantage, c'est que comme moi, eh bien, cette partie-là du jardin, voilà, je vais faire des premiers arrosages lors des semis ou des plantations, mais après, je vais vraiment laisser, on va dire, cet arbre faire le boulot, c'est-à-dire, j'espère bien que cet arbre va pouvoir remonter par capillarité un peu d'humidité dans le sol, et en même temps, ce qui permettra donc à mes légumes d'avoir tout simplement un taux d'humidité correct. Donc voilà un petit peu les différentes choses que j'ai mis en place au niveau de ce jardin et que j'espère qu'ils vont fonctionner. Donc pour moi le plus simple, pour ne pas abîmer le système racinaire de cet arbre et pour ne pas l'impacter, j'ai tout simplement rajouté de la terre végétale euh, autour de l'arbre, voilà, et sur son pourtour. Donc 30-40 cm à certains endroits, j'ai ramené de terre végétale. Donc ça c'est important parce que bien entendu si vous commencez à décaisser, à bêcher ou encore à mettre un paillage au niveau de cet arbre, eh bien forcément vous allez on va dire au bout d'un moment abîmer ou atteindre le système racinaire de l'arbre. Donc voilà, moi le but c'était vraiment de ne pas impacter ce système racinaire et de mettre juste en place un surplus de terre végétale pour pouvoir faire
une production de légumes dans cette partie-là, donc de ce petit jardin. Allez, je vous montre ça de plus près, c'est tout de suite. Alors, on se retrouve bien, dans cette partie-là du jardin pour vous montrer, ici j'ai réalisé des semis. Alors pour pouvoir tout simplement distinguer quels ont été mes semis, je me sers tout simplement pareil de morceaux de bois de récupération, hein, voilà, tout simplement pour démarquer les zones de semis. Donc ici, voilà, j'ai mis en place différentes choses. Donc il y a des haricots, il y a des betteraves noires d'Égypte, des radirons, des haricots nains. Voilà, là-bas il y a une bande de fleurs, des oignons aussi, des petites échalotes. Ici j'ai mis de la salade. Et puis, vous voyez, donc je me suis servi aussi tout simplement de foin, donc pareil, que j'avais un petit peu d'avance, donc pour pailler tout simplement les allées. Donc je vais attendre que voilà, certaines planches, certaines zones sortent de terre. Et ensuite, il y aura donc tout simplement le fait d'avoir planté. Donc j'ai planté quand même à la volée, comme ça, hein, je n'ai pas fait de ligne. Donc ça va me permettre d'avoir une forte densité au niveau du sol. Et puis pour certaines planches, comme par exemple les haricots, quand ils vont sortir, là par contre je vais pailler entre les pieds, hein, mais j'attends que tout simplement ils sortent de terre. J'ai pas oublié non plus de mettre une zone pour les insectes, c'est-à-dire une zone avec des fleurs d'été, voilà. Et puis, bien entendu, ici, vous l'entendez peut-être, il y a énormément d'abeilles qui sont en train de butiner justement les fleurs du cerisier. Alors je vais vous montrer juste de l'autre côté maintenant. Là les amis, on se retrouve de l'autre côté. Donc là vous avez le cerisier. Ici, voilà la terre que j'ai ramenée. Alors là vous pouvez voir, j'ai repiqué déjà des salades. Et ici j'ai mis donc tout simplement des pieds de pommes de terre, parce que oui, on est le 100e jour de l'année. Donc si vous souhaitez planter les pommes de terre, c'est la bonne période, voilà, en tout cas le jour idéal, 100e jour de l'année pour les pommes de terre. Comme vous le savez, on le dicton de tout bon jardinier. Donc ici, voilà, j'ai repiqué différents types de salades, de la feuille de chêne, de la petite laitue, enfin différents types de laitue. Et puis autour, il y a aussi, j'ai implanté quelques pieds de fraises. Donc des fraises des bois, hein, qui ont la particularité d'adorer cette zone de mi-ombre. Voilà, donc j'ai réimplanté quelques pieds de fraises des bois, donc qui je pense vont se prêter très très bien ici dans cette zone de mi-ombre. Et puis, je compte encore toute cette partie-là que je vais continuer d'aménager. Donc, vous voyez, encore pas mal de choses. Donc, le paillage au niveau de mon allée, voilà, qui a été implanté, donc qui fait comme ça tout le tour, qui me permet de pouvoir accéder, vous voyez, à toutes les parties assez facilement. Alors j'aurais pu la faire plus large, mais je voulais pas, parce que sinon j'allais perdre trop de place, hein. Donc voilà, c'est juste une petite allée qui me permet de pouvoir passer, de pouvoir travailler facilement le sol, de pouvoir faire mes récoltes sans aucun souci. Donc voilà en tout cas pour cette petite présentation de cette zone demi-ombre. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Donc oui, j'ai implanté tout le tour une bordure en bois, parce que bien entendu, sous ces bûches, va y avoir des insectes qui vont venir se mettre à l'abri, et ça va me créer une petite biodiversité. Et surtout, il faut savoir que au niveau donc, des différents milieux, comme ici, autour de moi c'est une prairie. Et là, je crée une zone de jardin, donc dans toutes ces lisières. Donc les lisières, voilà, c'est la séparation entre deux zones bien distinctes, donc la prairie et cette partie-là du jardin. Il y a souvent un regain de vie qui se crée dans ces zones-là. Et cet échange entre ces deux zones est très bénéfique, aussi bien pour le jardin que pour la prairie. Donc voilà, en tout cas, je compte bien profiter de cette zone de lisière qui fait tout le tour de cet arbre, pour pouvoir tout simplement faire en sorte que la biodiversité puisse aussi avoir son rôle à jouer par rapport à ce petit jardin. Allez, maintenant je vais vous montrer où est-ce que j'ai prélevé cette fameuse terre qui m'a permis de pouvoir faire ce jardin ombragé. On va aller voir ça un petit peu plus loin sur le terrain. Allez, suivez-moi, c'est parti. Ici, dans cette future mare, donc c'est là que j'ai prélevé tout simplement la terre végétale qui m'a permis de créer sous le cerisier mon jardin d'ombrage. Voilà, alors on pourrait aussi appeler ce jardin un petit peu tel que c'est pratiqué en agroforesterie, voilà, hein, le fait de pouvoir cultiver avec des arbres.
Donc ici, j'ai prélevé tout simplement cette terre végétale. Alors vous avez été nombreux en l'occurrence sur la chaîne connectée, il y a quelques vidéos de permaculture que j'avais mis il y a pas mal de temps. Voilà, et j'ai eu quelques messages, donc pour tous ceux qui me posent la question, pourquoi j'utilise des bâches, donc des EPDM ou des liners tout simplement pour étanchéiser mes mares. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur mon terrain, j'ai 6 mares. Voilà, mon terrain, comme vous pouvez le voir ici, c'est du sable pour la plupart du temps. Il y a un tout petit peu, à certains endroits, mais vraiment, c'est infime, un tout petit peu d'argile, mais très 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 peu, voire même pas du tout. Et il faut savoir que pour étanchéiser ces mares, j'utilise des principes très simples, c'est-à-dire que j'utilise de la bâche EPDM. Alors en permaculture, ouais, c'est pas bien d'utiliser de l'EPDM, c'est pas bien du tout et tout. Il faut savoir que, voilà, pour moi, il y a plusieurs choses qui se passent. Si je fais une mare naturelle, il faudrait que j'importe de l'argile, donc que j'aille en chercher, ça va prendre du carburant, du pétrole, etc. pour aller en chercher. Déjà, il n'y en a pas en local, il faut le savoir. Et ensuite, une fois que je vais mettre cette argile, je vais remplir d'eau. Je ne suis pas sûr que ça tienne dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une fuite. Ça risque de... Toute l'eau que j'aurais mis ici, en sachant que moi, je suis au jour d'aujourd'hui, voilà, autonome, autosuffisant en eau. C'est-à-dire que j'ai un puits. Ce puits alimente mes animaux. Il alimente aussi mon habitation. Et il alimente bien entendu aussi quand je fais mon potager, quand je fais des semis, j'utilise ce puits. Alors il faut savoir tout simplement que si je remplissais cette mare qui était une mare naturelle en argile, il y aurait certainement de la vie qui viendrait s'implanter dans cette mare. Voilà, il y aurait certainement aussi mes oies qui viendraient barboter dedans. Et il faut savoir que le problème de cette mare, si admettons elle vient perdre tout simplement son étanchéité ou qu'elle ne soit pas étanche, toute cette vie, toute cette biodiversité qui sera dedans sera menacée, réellement menacée, et va totalement disparaître. Donc je trouve ça un petit peu dommage et absurde de prendre autant de risques, d'aller chercher, de prendre un camion, d'aller chercher du pétrole pour ramener ici ça, en sachant que j'ai à ma disposition, dans beaucoup de jardineries qui sont autour de chez moi, des EPDM à disposition. Alors certes, le PDM, il a fallu du pétrole pour le fabriquer, c'est lui-même du pétrole, mais une fois qu'il est en place, je suis vraiment sûr de l'étanchéité. J'ai d'autres marques qui sont créées maintenant depuis quelques années, et il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de souci, en sachant que voilà, sur le long terme, un EPDM va durer quand même un certain nombre d'années. Donc là-dessus, je suis plutôt tranquille. En sachant que j'ai mis en place, alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la mare, parce qu'il y en a certains qui ont vu les premières vidéos, mais depuis la mare a évolué, enfin la mare que je vous avais montrée lors de ma vidéo. Donc n'hésitez pas d'aller la voir ou la revoir. Et puis en tout cas, concernant donc justement ces fameux EPDM, l'avantage c'est que là au moins je suis sûr qu'ils sont étanches, et ça évite aussi que je gaspille l'eau, parce que l'eau est une ressource rare chez moi. Voilà, moi je suis, comme je vous disais, j'ai un puits qui me permet de pouvoir alimenter mes animaux, mon habitation, etc. Et si je m'amuse, j'ai pas la capacité de pouvoir remplir mes mares toutes les semaines. C'est pas possible. En sachant que sur ces mares-là, moi j'ai mis en place un système de récupération de l'eau de pluie, c'est-à-dire que l'eau de pluie est captée sur mes bâtiments et viennent ensuite alimenter donc ces mares. Et comme aujourd'hui, et malheureusement de plus en plus, on a des précipitations de plus en plus faibles, voilà, j'ai pas la possibilité de pouvoir remplir ces mares régulièrement. Et ça serait un gaspillage d'eau considérable. Donc pour moi, l'eau étant une ressource précieuse, je préfère l'utiliser pour abreuver mes animaux ou pour mon habitation ou encore pour les semis dans mon potager, que de mettre en place ici un système avec voilà, une mare, donc avec de la biodiversité et plein d'animaux qui seraient dedans, et qui chaque mois, voire chaque semaine, mourraient, donc ne pourraient pas s'implanter correctement dans cette mare. C'est-à-dire que toute la biodiversité, les œufs, les larves, etc., périraient et mouriraient parce que voilà, cette mare ne serait pas étanche. Alors certes, il y a différentes méthodes, voilà, j'ai testé il y a de très nombreuses années maintenant, lorsque j'étais enfant, j'avais une mare naturelle chez mes parents, et il y avait des canards, des animaux qui allaient dedans régulièrement, qui étanchéisaient en partie. Mais il faut savoir que cette mare qui était naturelle, en sachant qu'il n'y a pas de source qui alimentait le terrain, elle était asséchée pendant de longs mois dans l'année. C'est-à-dire que quasiment, on va dire de juin jusqu'à septembre, voire octobre, elle était asséchée. Voilà, pourtant c'était une mare naturelle. Alors, si vous avez la chance d'avoir une mare naturelle qui reste étanche tout le temps, écoutez, c'est génial, je suis très très content pour vous. En tout cas ici, en local, dans ma région, moi,
bah, c'est pas possible. Il y en a très peu. Alors il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment situées soit au bord de cours d'eau, au bord de rivières. Mais ici, en tout cas, sur des terrains comme le mien, où ce sont des terrains très sablonneux, c'est quasiment mission impossible. Et moi, j'ai besoin de ces mares, tout simplement, pour la biodiversité déjà, et puis aussi pour faire du stockage de cette ressource précieuse qui est l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est stockée dans cette mare, eh bien, voilà, ça me permet, lorsque j'ai un arbuste à arroser, etc., de pouvoir tout simplement l'arroser grâce à l'eau qui est stockée dans cette mare. Alors, je prélève juste ce dont j'ai besoin. Je ne veux pas vider la mare totalement pour arroser les arbres. Après, j'ai mis en place un système que je vous avais déjà expliqué, c'est-à-dire que l'eau de mon puits abreuve mes animaux et quand l'eau est salie, ensuite je la réinjecte dans une mare voilà, qui nettoie et ensuite ça repart dans les autres mares et tout ça se répartit entre toutes les différentes mares, il y a une connexion qui se fait. Idem au niveau de mes mares, j'ai certaines mares qui sont aujourd'hui colonisées par des grenouilles, des batraciens. Bon, bah, si la mare venait à s'assécher, c'est sûr que pour ces animaux, ça serait la mort, voilà, quasiment à coup sûr, et la disparition de leur habitat naturel. Donc pour moi, c'est aujourd'hui, en tout cas en permaculture, beaucoup de gens vous disent ah mais attention, tu dois faire ça de façon naturelle, de telle et telle façon. Il n'y a pas de route précise. C'est-à-dire c'est vous qui mettez en place votre propre route, votre propre chemin. Si pour vous, vous êtes comme moi, dans mon cas, vous avez un terrain très sablonneux, eh bien, mettez un EPDM. Hein. Déjà, de 1, ça sera plus responsable que d'essayer de faire une mare naturelle dans un terrain où il est impossible d'en faire une. Puis vous allez gaspiller mais des centaines de litres d'eau si vous essayez de faire une mare naturelle ici, par exemple, sur mon terrain. Là, c'est garanti. Et en plus, si ces ressources-là sont limitées et précieuses, raison de plus pour ne pas les gaspiller. Moi, je ne peux pas me permettre de gaspiller 300 ou 400 litres, voire plus, par jour pour réalimenter mes mares. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc, juste un petit coup de gueule au niveau des gens, voilà, au niveau de la permaculture dans son ensemble. On vous dit qu'il faut faire telle et telle chose, qu'il faut faire différents types de choses, comme les buttes. Hein. Les buttes, tout dépend du type de terrain que vous avez chez vous. S'il y a des terrains où il n'y a pas besoin de faire des buttes, c'est une absurdité. C'est pas parce qu'on dit en permaculture qu'il faut faire des buttes que vous êtes forcément obligé de faire des buttes. Faire des buttes, c'est bien si vous avez par exemple un sol qui a une problématique, par exemple de sécheresse comme le mien, etc., et que vous souhaitez eh bien, augmenter sa capacité en rétention d'eau ou faire en sorte que vous avez des problèmes parce que vous avez justement peut-être trop d'eau, donc de surélévation pour éviter que vos légumes eh bien, soient tout le temps en asphyxie racinaire. Voilà, donc ça c'est possible, mais ça ne se prête pas à tout le monde, ça ne se prête pas à tous les terrains. Le jardin dans son ensemble, il faut savoir que c'est une problématique qui se fait en local. C'est-à-dire que chaque jardinier a un problème en fonction de son type de sol, de son climat, de sa situation géographique. Et donc on ne peut pas dire que cette solution qui marche chez moi fonctionnera chez vous. Voilà, ça ne sera peut-être pas le cas. Peut-être que chez vous, vous aurez tellement de glaise et des sources à profusion. Je pense à Damien Descartes, par exemple, qui, lui, sur son terrain, voilà, il a de nombreuses mares naturelles parce qu'il a une source qui coule en permanence et qui alimente ses mares. Moi, si j'étais sur le même terrain que lui, il n'y aurait aucun souci, je peux faire autant de mares naturelles que je le souhaite. Ici, sur ce terrain-là, eh ben, ce n'est pas possible. Voilà, donc il faut adapter la situation en fonction de la situation de votre terrain, etc., etc. Il y a d'autres problématiques comme ça en permaculture. Alors moi, je pourrais appeler ça aussi de la gestion différenciée, c'est-à-dire que pour moi, la permaculture, ce n'est pas avoir des œillères et faire que une certaine chose d'une certaine façon, faire d'une autre façon, c'est pas bien. Non, pas du tout. Pour moi, la permaculture, c'est déjà je vous l'ai expliqué dans une vidéo, ce que c'est pour moi en tout cas, ce que ça représente. C'est de la culture permanente, le fait d'avoir des légumes toute l'année, voilà, et surtout d'essayer de tendre vers une certaine autonomie, voilà. Donc en tout cas, un dernier mot, en permaculture, c'est à vous de faire votre propre chemin et n'écoutez pas forcément tout ce qui se dit dans les commentaires, tout ce qui se dit faire ci c'est bien, faire ça c'est pas bien. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous pensez le mieux et ce qui est le plus pratique pour vous. Voilà, donc faites un jardin. Moi, c'est ce que je vous conseille fortement de faire avec ces périodes qui arrivent, ces périodes difficiles, parce que voilà, le coronavirus est présent, mais après on risque d'avoir une crise économique, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous avez la chance de posséder un petit lopin de terre, ne serait-ce qu'un petit gazon, eh bien pourquoi pas le transformer en faisant un petit bout de jardin. Vous verrez que dans les jours à venir, dans les années qui viendront et les mois qui vont s'écouler,
ça pourra être précieux pour vous. Voilà, si vous avez bien quelques salades à vous mettre sous la dent, heu, ça sera mieux que si malheureusement vous n'en trouvez plus, en supermarché. Voilà, donc après c'est vraiment une démarche et c'est vous qui devez mettre en place, tous ces différents principes et tous ces différents, systèmes qui vous permettront de tendre vers cette certaine autosuffisance. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de faire pour moi, en tout cas, à mon échelle, de tendre vers cette certaine autosuffisance. Donc, j'essaie de transmettre mon savoir par le biais de cette chaîne YouTube. Je tiens à vous remercier aussi pour tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions un peu plus techniques. Donc je sais qu'il y en a certains qui m'ont posé des questions assez techniques, donc j'essaierai d'y répondre lors des lives, voilà, ou de faire une FAQ. Donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires si vous avez des questions un peu plus techniques. Mais moi je vous dis, si vous voulez vraiment faire euh, euh, un jardin qui vous plaît, vous pouvez très bien regarder une chaîne de permaculteur, une chaîne d'un gars qui fait du potager ou un gars qui est un survivaliste, etc. etc. Vous trouverez donc différents conseils, différentes astuces sur ces différentes chaînes. Pour moi, la permaculture, ce n'est pas qu'un aboutissement, et il n'y a pas qu'un seul chemin pour accéder à, à la permaculture. Pour moi, il y a différents chemins, et le meilleur chemin, c'est celui que vous choisissez pour vous, en fonction de votre terrain, votre climat. Voilà. Allez, sur ce, c'était Rémi le permaculteur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je ne vous dis pas un bon confinement, mais je vous souhaite en tout cas de pouvoir profiter de cette belle journée si vous avez la chance d'avoir un potager pour justement avancer. Planter les pommes de terre, c'est le plein moment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!